Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les podcasts d'Epsilon. Je suis Lauriane Pérez et nous sommes en janvier 2023. Aujourd'hui, l'emprise, une violence conjugale invisible. Alors aujourd'hui, une émission un petit peu particulière qui fait suite au ciné-débat qui a été organisé par le CCAS de la ville de Sainte-Luce dans le cadre des Assises nationales de lutte contre les violences sexistes. Lors de ce ciné-débat, le débat a justement été animé par l'association Epsilon et nous souhaitions aujourd'hui partager avec vous nos réflexions et surtout les prolonger autour de ce sujet. Pour parler de l'emprise et de cette violence conjugale invisible, aujourd'hui avec moi Laetitia Cuisinier-Calvino, bonjour. Bonjour. Alors Laetitia, tu es psychologue clinicienne spécialisée en victimologie. Tu travailles au CHU de Nantes auprès de migrants et de personnes en grande précarité et tu es également formatrice. Au sein de l'association Epsilon, tu y es membre prestataire, tu vas y animer des formations, des analyses de pratiques professionnelles et des cellules psychologiques d'urgence, entre autres. J'ai également avec moi Léa Laugerie, bonjour. Bonjour. Léa, tu es également psychologue clinicienne, praticienne EMDR en libéral dans un cabinet à Nantes. Tu es détentrice d'un DU autour des violences sexuelles pour pouvoir accompagner à la fois les victimes et les auteurs de violences. Au sein d'Epsilon, tu es également membre prestataire et tu vas animer notamment des ateliers d'écriture, des cellules psychologiques d'urgence et tu interviens également au sein de notre mission douleur, donc au sein de l'hôpital privé du Confluent où tu vas proposer des évaluations, orientations auprès des patients. Donc nous allons toutes les trois réfléchir ensemble sur cette question de la relation d'emprise dans les violences conjugales. Alors pour ça, nous allons repartir du film qui a été utilisé lors de ce ciné-débat de novembre 2022, qui est le film Mon Roi, réalisé par Mai Wen. Alors, peut-être pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce film et sur le choix de ce film. Laetitia Cuisinier-Calvino. Alors, Mon Roi, c'est un film intéressant puisqu'il est tourné de manière rétrospective. Donc, on suit Tony, qui est une femme admise après sa chute de ski dans un centre de rééducation qui est situé dans le sud-ouest, sur le bord de mer. Et pendant sa convalescence, elle va finalement se remémorer toute sa rencontre et le couple qu'elle a formé avec Giorgio. Et dans sa difficile reconstruction physique, on va avoir ce parallèle entre le travail psychique qu'elle va faire et le lien avec cette relation tumultueuse qui va l'amener à prendre même des antidépresseurs, à ne plus se reconnaître, à ne plus être complètement elle-même. Et donc c'est vraiment un film qui nous a semblé intéressant quand on l'a choisi parce que il mène une réflexion autour de la déconstruction et la reconstruction de soi après cette relation d'emprise, même si il y a ce parallèle entre le physique et le psychique qui est vraiment en même temps très intéressant par la douleur physique en fait. Il y a quelque chose qui s'est reconstruit pour Tony tout le long de ce film. Donc la manière dont il est tourné, de manière rétrospective, amène vraiment à cette question du pas de côté qu'elle est obligée de faire sur ce qu'elle a vécu avec quelques années parfois ou quelques mois plus tard. Tony, je t'aime, je veux cet enfant. Mais 24 heures sur 24 avec toi, je peux pas. Donc, j'ai trouvé ce petit truc, juste là. Genre, 3 immeubles plus loin, dans le même pâté de maison. T'as même pas besoin de traverser une rue. Un petit meublé. J'emmène 3 affaires, des slips, une brosse à dents, pour quand j'ai pas le temps de repasser ici. Je serai là tout le temps, ici. Mais quand j'ai envie de me retrouver un peu tout seul, quand je vois qu'on s'engueule, tu vois, quand on commence à se bouffer le nez un peu. J'en ai parlé au médecin, il m'a dit que c'était une bonne idée. Que ça sert à rien de créer du stress inutilement. Tu pars quand? Écoute, je vais voir, je crois que le proprio me file les clés à début de semaine prochaine. Tu verras, ça sera mieux. Pour toi, pour moi, pour le bébé surtout. On va vivre que les bons moments ensemble. On sera content de se voir, on va recommencer à rire, tu vois. On a perdu tout ça.
Ça va? Non, ça va pas. Salut. Bien? Ah, bonjour. Ben voilà. Bon, ici, ça va être des bureaux, principalement, tu vois. Là, j'ai pris la chambre qui est derrière là-bas. Tiens, t'as vu, regarde. Si tout d'un coup, tu viens dormir là, avec le bébé quand il sera né, ou qu'à un moment plus tard, t'as besoin d'aller travailler et que moi, je suis obligé de rester ici pour bosser, comme ça, je peux l'accueillir. Donc voilà. Pour que moi, je puisse y rester, il fallait faire donc des bureaux. Et comme moi, j'avais envie de je voudrais me maquer avec lui parce que je pense que c'est un mec qui a vraiment du talent. Et comme de toute façon, je voulais faire affaire avec, d'une pierre deux coups. C'est pas mal, non? Petite kitchenette américaine ouverte. Christina, Yes, this sir. is my wife. Monsieur, And madame. this is my baby inside. Nice. And this is Babette. Hello. Good morning. And this is my beau-frère. Hello, sir. Solal. T'as du vin d'avance? Bah, j'ai du vin d'avance, j'ai quelques bouteilles de vin. Ouais, tu sais, hein, les repas d'affaires, les machins, il faut quand même un minimum. Et là, tous ces verres, toutes ces assiettes, là... Écoute, tu sais quoi, si t'es pas de bonne humeur, passe-moi par une fois, c'est mieux. Je suis pas de bonne humeur? Bah, écoute, j'en sais rien. On arrête. Oh, tu arrêtes, tu peux pas arrêter 2 secondes. Et regarde sa main. 2 secondes. Arrête-toi, mais qu'est-ce que t'as? Tu t'es coupé la main. Vas-y, on s'en va. On s'en va. On s'en va. Bonjour madame, maître Larcher, huissier de justice, maître Collin, commissaire-priseur. Je suis bien chez monsieur et madame Milewski? Oui. Je peux entrer un instant, s'il vous plaît? Monsieur Milewski fait l'objet de poursuites judiciaires pour une créance importante et nous sommes venus aujourd'hui pour faire une saisie avec enlèvement. Entrez, notre serrurier, l'équipe de déménageurs. On va fermer la porte, merci madame. Donc maître Collin va procéder à l'enlèvement du mobilier que j'ai saisi préalablement. Donc nous allons commencer à l'instant. Nous venons d'écouter un extrait du film qui fait se succéder donc plusieurs scènes. Cette première scène où Giorgio annonce à Tony qu'il va prendre un nouvel appartement, puis une scène où ils visitent ensemble cet appartement où elle se blesse, et ensuite une scène où Tony se retrouve dans leur appartement commun et des huissiers viennent pour enlever un certain nombre de meubles suite à une dette, du coup, de Giorgio. Alors, quelques réactions peut-être déjà à cette scène. Léa Logerie. Il y a dans cette première scène, cette scène où il a parlé au médecin, il a voulu du coup avoir un appartement à lui, spécifique, séparé, parce qu'elle est enceinte, en disant que c'est pour son bien, pour le bien du bébé, qu'il faut qu'il se sépare. Ça ramène beaucoup à cette idée que le manipulateur va se victimiser et prendre la place de celui qui est réellement en difficulté. C'est quelque chose qu'on retrouvera beaucoup chez le manipulateur. En tout cas, il y a toujours quelque chose dans le film qui nous agite entre un questionnement, est-ce qu'on est dans la relation passionnelle, est-ce qu'on est dans la relation d'emprise. Giorgio, on le voit dans ses extraits, il perd peu son sang-froid. C'est plutôt Tony qui perd son sang-froid. Il y a plein de moments où, en tant que spectateur, on peut avoir l'impression que Tony, elle a beaucoup plus sa part dans ce qui se passe dans la relation que Giorgio, finalement, qui semble toujours très stoïque, d'avoir réfléchi les choses. Et puis, finalement, c'est toujours elle qui perd son sang-froid, casse les choses, hurle, crie, et puis il lui remet à chaque fois, ce dysfonctionnement qu'elle présente. Et c'est ce qu'explique Léa, en fait. C'est tout ce concept projectif. Celui qui met l'autre en relation d'emprise est la victime, semble être la victime, et puis celui qui est sous relation d'emprise, finalement, est celui qui va mal. Et donc celui qui montre les choses. Et quand on est extérieur à ça, on pourrait croire que c'est Tony qui va mal et que c'est Giorgio qui fait les choses bien. Voilà, il y a vraiment ce dysfonctionnement à repérer qui est extrêmement lourd aussi pour les femmes qui vivent l'emprise d'ailleurs.
Alors déjà quelques éléments effectivement qui amorcent notre réflexion sur la relation d'emprise, mais revenons à la notion de violence conjugale, une notion un petit peu plus large. Comment on pourrait définir ce qu'est une violence conjugale, qu'est-ce que c'est qu'une violence conjugale et quelles formes peuvent prendre les violences conjugales? Donc les violences conjugales, elles vont se définir par des violences qui peuvent être du coup soit physiques, psychologiques, ça peut même être des violences économiques ou sexuelles, puisqu'elles sont reconnues aujourd'hui, donc qui sont exercées, toutes ces violences, par un conjoint sur son conjoint. Et la loi définit bien la question du conjoint, qu'il soit marié, juste en couple, pacsé, que cette relation soit homosexuelle ou hétérosexuelle. Et la loi encadre y compris les situations de séparation, de divorce. Évidemment, ces violences peuvent être exercées par des hommes ou des femmes sur leur conjoint, et c'est important de rappeler qu'elles sont évidemment punies par la loi. Et la notion de co-victime aussi, l'idée que les enfants peuvent être également eux-mêmes victimes des violences conjugales, et je pense que c'est une notion qui est importante à souligner aussi parce qu'on l'entend peu en fait. Les enfants sont également victimes de violences conjugales même s'ils ne sont pas directement exposés aux coups et à l'emprise. Est-ce que vous avez des chiffres sur le taux de violence conjugale? Alors, c'est un taux à prendre avec mesure, parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que toutes les personnes victimes, et notamment les femmes, déposent peu plainte, notamment sur les violences conjugales, parce que la proximité de l'auteur rend toujours difficile la question de la plainte. Là, on est sous le même toit, avec son partenaire quotidien. Donc on a des chiffres qui sont extrêmement difficiles à estimer. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi cette question des violences conjugales dans le monde. Il y a un rapport de l'OMS qui a estimé qu'une femme sur 3 dans le monde serait victime de ces violences, dont 30% de ces femmes victimes de violences conjugales. Parmi les femmes agressées par leur partenaire, 22% sont dans un pays européen. Et en 2021, en France, on sait que 122 femmes ont été tuées par leur partenaire. Également 23 hommes ont été tués par leurs femmes, dont 12 de ces hommes avaient déjà été interpellés pour des faits de violence sur leurs femmes. Quelle est la place des violences psychologiques dans les violences conjugales? Alors on a une enquête qui a été réalisée en 2014-2015, donc elle date un tout petit peu. Cette enquête était appelée Cadre de vie et sécurité, et elle a pu rapporter que plus de 10% des adultes entre 18 et 75 ans auraient subi des violences verbales ou psychologiques durant les 2 années précédentes par leur conjoint. 12,7% sont des femmes et 10,5% sont des hommes. Ce qui est intéressant du côté des femmes, c'est qu'elles déclarent plus souvent que les hommes avoir été victimes de ces atteintes. Et les femmes évoquent être victimes de comportements dévalorisants répétés, de menaces et souvent d'actes de contrôle. Ce qu'on sait aussi, c'est que les femmes, elles cumulent plus que les hommes une multiplicité de ces atteintes. Et puis, l'enquête s'est aussi penchée sur les personnes séparées, qui déclarent aussi vivre encore plus fréquemment les menaces et les atteintes morales de la part de l'ex-partenaire. Quelque chose qui m'interpelle un petit peu, c'est que souvent dans les plaintes pour violences sexuelles, on pense que la violence conjugale est une situation atténuante parce que c'est un proche, le plus proche de la victime. Et en fait, pour la justice, c'est une circonstance aggravante. De base, une violence sexuelle, c'est 15 ans de prison. Avec circonstance aggravante de violence conjugale, ça peut monter à 20 ans de prison. Donc c'est particulièrement étonnant pour la société, très logique quand on va dans le fond des textes, puisque la personne avec qui l'on se marie, avec qui on est en concubinage, même sans être marié, est la personne en qui nous sommes censés avoir le plus confiance. Et inversement, la confiance étant mutuelle, c'est la personne qui est censée être la moins à même de perpétrer ces violences-là. Ouvre-moi. Qu'est-ce que tu veux? De sauter. Ouvre-moi, Non, s'il te plaît. non, fous-moi la paix. C'est dangereux, là, s'il y a le feu, une inondation, tu vois, il faut pouvoir circuler. Non, non, t'inquiète pas pour moi. Oh, mais t'as pété le... Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir ma meuf. T'as pété le verrou? Et c'est pas que le verrou que je vais péter. Arrête. Non, je voulais te parler. Arrête, sors. Je crois que j'ai une maladie. Je te jure, regarde. Non, j'ai pas envie de regarder. Mais regarde. Non. Regarde, je te Non, jure. je ne veux pas. Pas de violence. Dégage. Pas de violence. Pas de... Sors de ma chambre, putain, Je sors Giorgio. de ta chambre, ok, c'est bon, ta chambre, J'étais ma tranquille, chambre. tu t'ennuies dans ta chambre, donc tu viens me Je faire m'en dis chier. pas, j'avais envie de te voir, c'est tout. Va te coucher, moi, je veux plus entendre de bruit, j'ai envie de lire. Je fais ce que je veux. T'es mignonne, tu sais. Franchement.
C'est con que tu sois si conne. Alors, une petite réaction à cet extrait. Là encore, on voit un des critères qui identifie bien le manipulateur, c'est le fait qu'il ne tient pas compte des droits, des besoins, de la notion de consentement de l'autre en fait. Il force. Il outrepasse les limites de l'autre constamment. Oui, d'ailleurs, il dit « je fais ce que je veux ». Oui, il y a cette question de l'empiètement permanent de la place de l'autre, en fait, dans des petites choses du quotidien qui sont extrêmement difficiles à remarquer au départ. Pour avoir vu ce film plusieurs fois, on met beaucoup de temps en fait à se rendre compte des mécanismes. Et en fait, plus on le voit et plus on voit les mécanismes. C'est ça qui est troublant dans le film, hein, c'est que comme ça de loin, vite fait, bon, il est drôle, il la force un peu, mais enfin bon, voilà. Et cette minimisation qu'on peut souvent entendre en fait, même de la part de la victime elle-même, hein, montre à quel point c'est extrêmement difficile de comprendre la manipulation, de comprendre comment elle fonctionne et en fait, de le voir, tout simplement, hein, de se rendre compte. Et ça, c'est vraiment important dans la question de l'emprise, qui est très différente des violences physiques, en fait. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est une violence conjugale, psychologique, et peut-être en entrant plus précisément dans la définition de ce qu'est une relation d'emprise? Il y a plusieurs critères qu'on va pouvoir prendre en compte. Si la personne, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ne tient pas compte des besoins de l'autre, si jamais la personne utilise des arguments, hein, beaucoup d'arguments qui vont enfouir la pensée de l'autre, enfouir l'identité de l'autre, qui va plus vraiment se souvenir ni comment elle s'appelle, ni qui elle est, ni pourquoi elle est là. Donc il va utiliser par exemple du chantage affectif, il va utiliser des principes moraux, par exemple on le voit dans l'extrait là pour le forcing sexuel, si tu me laisses pas rentrer il peut y avoir le feu, pour arriver à ses fins en fait, pour culpabiliser la victime, pour que la victime change d'avis, sache plus très bien où se positionner, où se placer. Il y a aussi cette notion de malaise, on en a beaucoup parlé pendant le ciné-débat, du malaise corporel que va provoquer l'auteur en fait, en allant créer de la confusion corporelle, la confusion de la victime qui sait plus trop où elle se situe, est-ce que en fait il a tort, est-ce qu'il a raison, et donc cette confusion-là, elle est vraiment, je pense, centrale, cette notion de malaise qui n'est pas la résultante de coups, qui n'est pas la résultante de violences sexuelles, qui est vraiment cette résultante de violence psychique, d'un esprit embrouillé, quoi. Il me semble que c'est important de rajouter, notamment pour ceux qui nous écoutent, que même si les violences psychologiques, elles laissent aucune trace sur le corps, elles sont bien plus insidieuses et tout aussi destructrices pour les victimes, parce que ça touche la notion d'intégrité morale, finalement. Et comme le souligne très bien Léa, il est question de perdre sa personnalité, de ne plus savoir qui on est, comment on fonctionne. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que de ne plus savoir qui on est, sachant que la relation d'emprise est une forme de violence psychologique, hein. Il y en a bien d'autres, du harcèlement moral, voilà, mais la relation d'emprise est une forme particulière dans les violences psychologiques. Oui, et j'ajoute, cette relation d'emprise, elle ne se retrouve pas forcément dans une relation amoureuse, mais qu'elle peut se retrouver dans une relation dominant-dominé, enfin d'employeur-employé, dans une famille, dans une situation professionnelle ou personnelle. Oui, d'ailleurs, Epsilon avait réalisé un ciné-débat en avril 2022 sur la parentalité et les relations toxiques, qui met en scène dans le film « Tu seras mon fils » cette relation d'emprise entre un père et son fils, qui était assez révélatrice. Alors, est-ce qu'on peut définir, ou pas, un profil type de victime et également d'auteur de relations d'emprise en termes peut-être de profil psychologique, en termes de genre, en termes d'âge, en termes de milieux sociaux, économiques, voilà. Est-ce qu'on peut définir des profils? Je laisserai Léa parler des auteurs, mais en ce qui concerne les victimes, ce qu'on sait, c'est que tout le monde peut être victime d'une emprise psychologique, et ce, quel que soit son niveau socio-professionnel ou son niveau intellectuel, quel que soit son âge, même si évidemment, bien souvent, les victimes sont plus souvent des femmes, et l'agresseur plus souvent des hommes. Mais comme le soulignait Léa juste avant, les relations d'emprise, elles existent aussi dans les relations amicales, dans les relations de travail, et donc elles peuvent se jouer du côté du même genre, c'est-à-dire une femme patronne sur une de ses employées femmes. Cette relation d'emprise existe aussi, elle est tout à fait possible. J'avais envie de commencer un petit peu pareil que Laetitia sur tout le monde peut être auteur, dans l'idée qu'il n'y a pas de profil type, même si jamais au fur et à mesure on identifie des critères
de personnes qui vont être plus manipulatrices que d'autres, plutôt des critères qui sont une fois qu'on a identifié. Là, j'ai une personne en face de moi, est-ce que je peux cocher un nombre de critères qui fait qu'en face de moi, j'ai une personne manipulatrice ou une personne perverse, notamment la culpabilisation, il ou elle se met à la place de la victime, l'égocentrisme, ça rejoint ce que je disais juste avant, cette question de tout est tourné autour de moi, je suis la victime, c'est ta faute, ce sera jamais la mienne. Le changement d'opinion aussi, de vraiment retourner sa veste systématiquement, de ne pas tenir compte des besoins de l'autre, de ne pas tenir compte des droits de l'autre, ce sentiment de malaise que ça peut produire chez la victime. Donc ça, c'est une fois qu'on a identifié, qu'on a en face de nous la personne. La question de savoir de comment est-ce qu'elle devient perverse narcissique, comment est-ce qu'elle devient manipulatrice, c'est un petit peu la question qu'on se posait au ciné-débat. On peut identifier un type d'agresseur qui serait celui qui a été placé sur un piédestal dans son éducation par ses parents, qui n'a jamais été remis en question, n'a jamais été mis face à la loi, mis face à ses limites en fait. Donc du coup, cette personne outrepasse systématiquement ses limites et dans une forme de toute-puissance un petit peu de je n'ai jamais été contrée. On ne m'a jamais dit que je faisais des choses mal, on m'a même que dit que je faisais des choses très bien, que j'étais brillant, que j'étais charmant, charmante, géniale. Donc je ne me remets pas en question. Et j'en suis incapable. Il y a une forme vraiment de câblage cognitif qui fait que cette personne ne peut pas se remettre en question pendant un temps. Et l'autre versant, c'est au contraire, j'ai une faille narcissique tellement immense, parce que dans mon éducation, dans mon environnement, j'ai pas été suffisamment nourrie affectivement, que je vais aller détruire l'identité de l'autre pour m'approprier une valeur. Alors tu as un petit peu devancé ma question effectivement en définissant ce qu'est précisément un pervers narcissique, comment on le devient également. Mais la question qui me vient c'est finalement quand on est pervers narcissique, est-ce qu'on le reste toute sa vie ? Je vais avoir une double réponse. J'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non parce que je suis pas la seule à croire au fait que les auteurs de violences conjugales, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les auteurs de violences sexuelles peuvent changer, peuvent évoluer. C'est tout ce que nous montrent les difficultés et les écueils de la prison. La prison aujourd'hui n'est pas un lieu de soins, donc beaucoup d'organismes et de structures ont cherché à avoir des lieux de soins en extérieur en se rendant compte que la prison ne servait pas l'amélioration des conditions psychiques, cognitives des auteurs. Il y a des structures qui travaillent, qui font des interventions auprès des auteurs de violences sexuelles ou conjugales. Je pense notamment au CRIAVS, qui est le centre de recherche pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles, qui accompagne au quotidien des auteurs de violences sexuelles, des auteurs de violences conjugales, des intervenants, donc des infirmiers, des psychologues, des médecins. Je sais qu'ils travaillent aussi avec des policiers, avec des gendarmes, avec des gardiens de prison, pour accompagner en fait ces auteurs. Aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, un auteur qui est condamné, il y a des grandes chances que la police, la prison fassent leur propre loi. C'est-à-dire qu'il va se faire tabasser avant de rentrer en prison, voire il va se faire tabasser en prison. Les auteurs de violences sexuelles particulièrement sont très très mal vus en prison. Ces structures, elles visent à les accompagner. Elles démontrent d'ailleurs scientifiquement qu'en fait on peut accompagner ces personnes et qu'elles peuvent changer. Il y a des groupes qui ont été mis en place, des cercles de soutien et de réparation notamment, où en fait on rassemble ces auteurs-là, on les fait discuter entre eux pour une prise de conscience de leurs actes, une prise de conscience de l'empathie aussi. Comment est-ce qu'on peut comprendre la victime ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que intimement vous avez compris ce qui s'est passé pour elle, quoi ? Je pense aussi à Atoba, qui est l'association des hommes battants, c'est à Tours, une association pour les hommes battants. Ça c'est tout le versant avec un accompagnement possible. Mais il y a aussi des critères d'exclusion. On va penser notamment à des personnes qui sont dans un mécanisme d'emprise tellement fort qu'en fait ils vont tourner ces groupes-là à leur avantage et permettre une emprise plus importante encore. Mettre une personne très manipulatrice dans un groupe d'hommes battants avec des personnes qui le sont un petit peu moins, ça peut entraîner au contraire des aggravations ou des dégradations du soin de la personne. Alors ce que tu nous dis Léa, ce que j'entends, c'est que effectivement c'est possible de travailler avec des auteurs de violences conjugales et de violences psychologiques. On peut travailler, on peut accompagner et donc du coup ces auteurs peuvent évoluer. En revanche, quand on parle de profils pervers narcissiques et donc de manipulateurs, ce sont des profils qui sont plus difficiles à accompagner et donc une évolution qui est plus
difficile à envisager. Ils sont trop dans les mécanismes de séduction, de domination qui continuent, en fait, qui perdurent. Ça veut pas dire que c'est complètement impossible, hein. Je pense qu'il faut être en pluridisciplinaire. Quand on est du côté de la perversion, on est du côté de la structuration psychique. Alors ça, c'est des gros mots de psychologue, mais on est donc du côté de comment se structure une personnalité, comment elle fonctionne, et quand on est adulte, cette structure a tendance à être stable, hein, et à avoir ce fonctionnement. Par contre, il y a la différenciation entre les actes et puis la personnalité. Toutes les violences conjugales ne sont pas faites par des pervers. Et donc, évidemment que beaucoup d'hommes peuvent être dans des réflexions autour de leur manière d'être dans la relation à l'autre, autour de la question des passages à l'acte dans lesquels ils peuvent se mettre, de leur manière de supporter la frustration. Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent se travailler. Mais quand on est du côté de certaines violences face à certains troubles de la personnalité ou certaines structurations psychiques, on est quand même beaucoup plus face à quelque chose de stable, d'une manière d'être à l'autre, qui est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe à bouger. Tout ce que peut présenter Léa, on est autour de la question de modifier les comportements en prenant conscience. Pour ça, il faut être face à des gens qui ont envie de prendre conscience, qui ont des capacités d'empathie, même si ce jour-là, à ce moment-là, ils n'ont pas pu les exercer, mais qui les ont quand même. Chez le pervers, chez les psychopathes, la notion d'empathie, la notion de la place de l'autre, elle est quand même beaucoup plus complexe. Quand quelqu'un se présente et parle de ses comportements, on ne sait pas à qui on a affaire, en termes de structuration psychique, de relation à l'autre et de modalité de relation à l'autre. Donc c'est ça qui peut rendre les choses un peu plus complexes, peut-être. Quand on dit j'ai affaire à un pervers narcissique, j'ai affaire à un manipulateur, il faut être relativement méfiant, parce qu'en fait les vraies perversions, les vrais psychopathes, il y en a quand même une frange assez minime, hein, dans la population. Donc on n'est pas toujours face à un pervers narcissique ou un manipulateur. Parfois c'est quelqu'un qui a un comportement, un trait de personnalité, pervers, toxique, manipulateur, sans que ce soit forcément une personne perverse au sens psychique du terme. Oui, alors vous avez déjà un petit peu répondu à ma question, mais je vais quand même vous la poser de manière plus directe. Est-ce que tous les auteurs de relations d'emprise, donc tous les empriseurs, hein, je crois qu'on peut utiliser ce terme-là, sont-ils des pervers narcissiques ? J'ai tendance à poser la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que les pervers narcissiques vont se mettre dans des modalités de relation à l'autre qui sont sous la forme de l'emprise, que ça soit avec leur conjoint ou que ça soit avec les personnes qui les entourent. C'est leur manière d'être dans la relation à l'autre. Quand on est du côté de la perversion, on est du côté de la jouissance de l'autre, hein. Et l'emprise en est une forme. J'avais comme exemple les exhibitionnistes qui sont dans la rue sous leur imperméable tout nu et qui attendent que quelqu'un passe pour se montrer tout nu. Ce qui les fait jouir, c'est d'entendre l'autre crier, s'étonner, partir en courant. Chez le manipulateur, quand l'autre est sous emprise, c'est ça sa jouissance, c'est-à-dire d'avoir le contrôle et la maîtrise de la personnalité de l'autre. Et donc, il va recréer cette modalité-là, parce que ça lui permet finalement, un peu comme le disait Léa, de ne pas regarder trop de son côté à lui, ses failles, ce qui est difficile pour lui. Mais souvent, dans la relation parentale, les pervers ont eu eux-mêmes des relations assez toxiques et perverses avec l'un de leurs parents. Donc ils sont dans des reproductions, parce que quelque part, ils connaissent pas autre chose. Je suis divorcée. Tu m'aimes? Bon, et ben voilà, c'est réglé. L'addition. Non, c'est pas réglé. Quoi? Et le problème, c'est ni toi ni moi. Le problème, c'est nous deux ensemble. C'est une chanson de Cabrel, ça, non? Tu cherches quoi exactement? Dis-moi. Qu'est-ce que tu veux? Vivre sans toi, ne plus te voir. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux. Personne fera de crise. Il n'y aura pas de larmes. Tu es tellement Tu te mieux. rappelles que c'est toi qui es venu me chercher? Moi, je suis venue te chercher. T'as bien vu que j'étais un mec avec des potes, avec des bouteilles, tu m'as vu. Tu m'as calculé quand même. T'es une avocate. C'est pas comme si t'avais trouvé un mec dans une bibliothèque. Ouais. On quitte les gens pour la même raison. Exactement, pour laquelle c'est ils nous ont exactement ce que je attirés pense. en premier Exactement. Et c'est pour ces raisons-là précisément. D'accord. Donc ça veut dire que le prochain va t'attirer pour une raison et tu vas le quitter encore une fois. Tu sais, il y a un moment, il faut construire, hein. Mais on construit rien. Ah bon? Non, on se détruit, c'est tout. Pas toi. Ah, pas moi. Pas toi, parce que rien ne t'atteint. Et puis de toute façon... La pudeur, t'as entendu parler?
quand on aime, on souffre. Bah ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens, tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Il faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Il faut que je sois extérieur pour que... Il faut quoi? Tu t'es battu, toi? Oui, Non. ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du sang partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. Pourquoi t'acceptes pas ce que t'as? Mais je veux plus vivre comme ça. J'en ai marre du lundi, on est ensemble, le mercredi, on n'est plus ensemble, le jeudi, oui, tu vas revivre avec moi, le vendredi, finalement, non. Le lundi d'après, tu me trompes, le mercredi d'après, tu m'aimes à nouveau, j'en peux plus. Je préfère... Je préfère vivre comme ça que comme ça. Alors, tu sais que ça s'appelle un électrocardiogramme, et tant que ça fait comme ça, c'est que t'es vivant. Quand c'est comme ça, c'est que t'es mort. Je préfère pas aimer et arrêter de souffrir. C'est ça que tu veux? Oui, c'est ça que je veux. Ok. Alors, comment on fait pour le petit? En attendant le divorce, c'est un week-end sur 2. Et c'est la loulou qui te l'amènera, comme ça on n'aura pas à se voir. Non, Donc qu'est-ce que tu veux? pas divorcer. Non, mais ça, c'est pas possible. D'accord. Alors, si on divorce, c'est moi qui garde l'enfant et tu viens le voir et la Non, nounou ça se passe t'apporte pas quand comme tu veux. ça, Giorgio. Ah, bon. Non, t'auras un avocat, j'aurai un avocat, il y aura un juge très qui va bien, c'est toi, mon décider qui avocat. est à la garde de l'enfant. Non, je ne Si. serai pas ton avocat. Si, Non. c'est moi. serai Je pas suis ton désolé, avocat. moi je veux toi comme avocat. Oui, mais ça n'est pas possible. Ben malheureusement, c'est comme ça que ça va se passer. Mais non, ça se Je vais te payer passera très, pas comme très ça. cher. Je m'en fous. Si. Je m'en fous de ton argent. Non mais c'est l'argent d'Agnès. Prends-le. On voit bien tout le processus dont on parle depuis tout à l'heure ensemble, hein, de renverser le problème, remettre la faute sur l'autre, lui dire à quel point il se trompe, qu'il voit pas bien les choses, que tout est réparable, que rien ne se vit comme ça. Enfin voilà, l'autre peut pas réfléchir pour lui-même en fait. Et c'est extrêmement dur de s'extriquer de ce genre de relation, puisque même quand on veut partir, l'autre vous renverse tous les arguments que vous avez pour vous montrer à quel point c'est déraisonnable, votre manière de penser, qu'elle n'est pas juste. Oui, en plus, il ajoute du chantage avec la garde de l'enfant, et même cette mention d'Agnès. Agnès, dans le film, c'est une personne que Giorgio côtoie. Ils ont une relation très ambiguë. On imagine qu'il trompe sa femme avec elle, mais de mentionner ça à la fin, c'est l'argent d'Agnès. Enfin, c'est encore rajouter une petite pique, quoi. Sous couvert de je dis une blague, je fais mon rigolo, mais non, c'est une pique qui est très bien, qui touche, je pense, tout à fait là où il sait que ça touche. Quelles sont les conséquences psychologiques qu'on peut repérer chez les victimes de relations d'emprise? On parle souvent du cycle de la violence qui va entraîner la victime dans une spirale un peu infernale où au début l'auteur est tellement dans la séduction, dans la flatterie, dans l'encouragement et dans le soutien que la victime se sent valorisée. C'est vraiment la phase d'idéalisation, elle est particulièrement valorisée par ce que dit l'auteur et donc du coup se sent gonflée à bloc. C'est un petit peu comme si on baignait dans une infusion d'amour. Il est parfait, on se comprend, il m'écoute, il m'aime, il me dit des mots doux. Et cette espèce de première phase, on va dire, du cycle de la lune de miel, c'est le moment où la victime va doucement perdre son identité au profit de l'autre. C'est une fusion. Tout le travail dans la suite du cycle où il commence à y avoir des dévalorisations petit à petit, puis finalement des violences physiques ou psychologiques, pour la victime de ne pas se laisser emporter, en fait, dans ce cycle-là, et de réussir à retrouver son identité. Sauf que quand la première phase des fusions a été si forte, si baignée d'amour et de valorisation, la victime, elle peut pas sortir de ça. Parce qu'elle attend que ça, elle attend que le retour de cette phase-là. Donc elle se dit, c'est bon, c'est qu'une passade. C'est bon, c'est qu'un coup dans le cas d'une violence physique. C'est bon, c'est qu'une petite critique sur ma robe, la manière dont je me suis maquillée ou pas maquillée. Petit à petit, en fait,
elle va se laisser, malgré elle, enfermer dans ce bain-là. En tout cas, sur les conséquences de l'emprise sur les victimes, une grande hétérogénéité évidemment en fonction des personnalités des victimes, du temps passé aussi dans la relation d'emprise. Ce qu'on y retrouve quand même, c'est des syndromes dépressifs avec parfois des prises de traitement, comme dans le film, qui peuvent aussi s'additionner avec des idées noires et des idées suicidaires. Des estimes de soi affaiblies, puisque comme le dit Léa, il y a ce cycle infernal qui recommence sans arrêt et qui affaiblit qui on est, l'estime qu'on a de soi, son affirmation de soi. On va retrouver évidemment tout ce qui est troubles anxieux, des attaques de panique, les crises d'angoisse, des sentiments aussi de dépersonnalisation, de plus être soi-même, de plus se reconnaître, de plus être comme avant. On peut retrouver aussi des éléments parfois paranoïaques. Et ce qui est très troublant, c'est que souvent la personne qui est victime pense être le problème dans la relation. Au point qu'elle va finir par, vis-à-vis des autres, défendre son partenaire en se réattribuant toutes les fautes, toutes les culpabilités du couple et de son dysfonctionnement. Parce que même si on est bien dans une relation à deux et dans un dysfonctionnement qui peut sembler être à deux, il y a quelque chose qui est très réapproprié par la victime de tout ce qui se passe. Et du partenaire qui s'en dédouane, du coup, complètement. Et puis cette question de l'isolement, elle est assez forte aussi. La victime qui va s'isoler de plus en plus, ou l'auteur qui va isoler de plus en plus sa victime dans une bulle. La bulle du nous, la bulle de la relation, en dehors du cercle social, familial. Alors, ce qui me vient également, c'est... alors, le film l'illustre parfaitement bien, et cet extrait de séparation, de demande de séparation, n'est qu'une demande de séparation parmi d'autres, parce qu'effectivement, Léa, tu le décrivais très bien tout à l'heure, ce cycle, avec une alternance entre des lunes de miel et des phases de souffrance, puis à nouveau de la lune de miel, etc. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans le film. Comment comprendre qu'une victime puisse souffrir autant d'une relation, mais ne pas réussir à s'en extraire ? C'est justement ce qui souligne l'emprise, c'est-à-dire qu'on ne l'appellerait pas comme ça sinon, si on était dans des simples relations dysfonctionnantes. Je dirais même que dans les relations toxiques, qui est le mot un peu actuel, ne sont pas toutes des relations d'emprise. L'emprise est extrêmement forte, c'est-à-dire qu'on sait que la prise de conscience est l'étape la plus dure pour la personne qui la vit, et que s'en extraire demande tout ce que la personne n'a plus, c'est-à-dire elle a été dépossédée de son affirmation de soi, dépossédée de sa capacité à dire non, dépossédée de sa capacité à penser par elle-même depuis parfois plusieurs mois, voire plusieurs années, et que s'extraire de l'emprise, quand on a été affaibli finalement dans sa personnalité, on peut même dire d'affaiblissement narcissique chez les psychologues, c'est extrêmement difficile du coup de se dire j'ai la force de partir. Et puis de partir vraiment. Dans le film, là, Tony, quand elle demande cette première séparation, qui est une longue demande de séparation, il y a aussi un enfant dans l'histoire. Et que du coup, ça implique bien d'autres choses que simplement de séparer le couple. Ça veut dire que ce couple, il va perdurer dans le temps, quelque part. Il va devoir s'entendre, se voir pour cet enfant qui continue à avoir deux parents. Donc il y a quelque chose qui perdure, même quand elle ne se voit plus du tout, qu'il y a vraiment une séparation, on va dire physique, qu'il n'y a plus d'appel, qu'il n'y a pas de harcèlement, l'emprise est toujours là, et extrêmement difficile à se défaire. Je rajouterais une dimension peut-être sociétale, vu que les auteurs sont souvent des hommes, et les victimes quand même principalement des femmes actuellement. C'est cette dimension un peu de sauveur, de sauveuse, de je vais être celle qui va réussir à le faire changer, à le faire bouger, qui va lui faire prendre conscience qu'en fait, on peut vivre bien, on peut vivre à deux, ça peut être beau, on peut revenir comme on était au début et que ça perdure. Ce syndrome un petit peu là, je peux le sauver. Je peux recréer ce couple parfait de parents qui vont rester jusqu'au bout sans jamais se séparer, on va y arriver. Si on revient du côté de l'emprise par un pervers narcissique, manipulateur, la plus grande force d'un pervers, un peu comme le souligne Léa, c'est de comprendre ce qu'il peut exploiter chez sa victime. Ils sont très doués pour ça. Ce qu'on pourrait penser comme des faiblesses, pour avoir vu beaucoup de femmes victimes d'emprise qui parlent de leurs faiblesses, alors je le mets entre guillemets, ce mot faiblesse, mais en tout cas, c'est ce qui va être exploitable par le pervers, qu'il va repérer. Alors ça peut être quelqu'un qui est déjà un peu isolé, une extrême empathie, cette envie d'être sauveur, des grandes capacités à se remettre en question, qui sont du côté de la victime, et qui vont être exploitées par le pervers, et qui vont renforcer en fait la relation d'emprise,
Et finalement, de se défaire de tout ça, c'est reprendre sa vie en main alors qu'on ne l'a plus. Et c'est extrêmement difficile déjà de s'en rendre compte qu'on n'a plus sa vie en main. Parce que là, même dans les extraits qu'on a pu passer, on a l'impression que Tony, elle analyse bien les choses, qu'elle comprend cette relation toxique, qu'elle comprend comment ça fonctionne, et en même temps sans pouvoir s'en défaire. C'est-à-dire qu'elle le comprend intellectuellement, mais il y a quelque chose qui se passe pas sur le plan du corps et sur le plan des émotions. C'est pour ça que le corps, qui est beaucoup ramené par la rééducation physique dans le film, est vraiment intéressante parce qu'elle a exactement le même processus à faire sur le plan psychologique, et on voit dans le film que ça prend bien plus de temps et que c'est bien plus douloureux de se rendre compte de l'affaiblissement dans lequel on a été mis sur le plan psychique. Alors comment on peut faire la différence entre une relation passionnelle, une relation qui fait souffrir, et une relation d'emprise à proprement parler? Est-ce que vous connaissez l'outil du violentomètre, par exemple, qui est un outil qui a été mis en place pour comprendre un petit peu quand est-ce qu'on est dans une relation de violence, d'emprise conjugale, sexuelle. Dans une relation saine, qu'elle soit passionnelle ou pas, il y a une confiance mutuelle, il y a accepter les besoins de l'autre, il y a respecter les décisions, les désirs de l'autre, être dans un échange, même dans une relation passionnelle. Quand une relation devient toxique, il y a une privation des libertés de l'autre, de plus en plus. Il y a toujours cette idée de priver l'autre de ses besoins, de ses droits. Et puis il existe quand même différents sites qui permettent de tester un peu sa relation. Je dirais que pour aller vers tout ça, y compris le violentomètre, faut déjà avoir une certaine reconnaissance de se dire qu'il se passe quelque chose. Je dirais que chez les femmes que j'ai pu voir en cabinet, ou même chez les femmes migrantes que je vois fuir leur pays, c'est la question de la limite. Pour les différencier, je crois que y a un moment donné où les femmes disent « Voilà, ça a été ma limite. Ça a touché quelque chose à un moment donné, et ça, c'était plus possible. » C'est des raisons très diverses et variées. Je me rappelle d'une jeune femme qui a passé 4 mois avec cet homme, mais je n'en revenais pas à quel point elle avait pu être dépersonnalisée en si peu de temps, et qui a fini par me dire en fait que quand elle a perdu son père, avant qu'il meure, il lui avait dit « Surtout, jamais tu ne te laisseras faire par personne, il faut que tu sois toi-même. » Et à un moment donné de sa relation conjugale, cette phrase lui est revenue. Et elle s'est dit que c'était pas ça. Elle n'était plus elle-même, elle se reconnaissait plus, elle faisait des crises d'hystérie, comme elle dit, dormait dans sa voiture quand ils étaient en conflit, enfin, des choses où elle ne se reconnaissait plus, où elle n'avait plus la main, en tout cas, le contrôle sur sa vie. Et cette prise de conscience est passée par cette phrase de son père qui lui est revenue en tête. Donc il y a la question de ce que ça va venir toucher pour chacun, chacune, de cette question des limites, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres problématiques en psychologie. Quand quelqu'un a une addiction, qu'est-ce qui va le faire arrêter ? Quand il aura touché sa limite à lui, qui est parfois pas celle des autres, qui peut parfois aller très très loin. C'est parfois difficile à accepter pour les proches. Alors avant qu'on parle des proches, de l'entourage, je voudrais vous poser une dernière question autour de cette question-là de la relation d'emprise à proprement parler. Est-ce qu'on peut parler de répétition, ou bien est-ce qu'on va plutôt parler de relations spécifiques, Je m'explique. Est-ce qu'on repère plutôt, que ce soit chez les auteurs ou les victimes, des personnes qui se retrouvent systématiquement dans ce type de relation, ou est-ce qu'on va plutôt retrouver des relations très spécifiques où la rencontre entre ces deux personnes-là dans un contexte particulier va générer une relation d'emprise ? C'est intéressant parce que je ne sais plus dans quel extrait qu'on a présenté tout à l'heure, elle souligne que c'est entre eux que c'est pas possible. Je dirais que dans ta question, les deux sont vrais. Il y a des situations de répétition, et certaines personnes, hommes ou femmes d'ailleurs, viennent pousser la porte de nos cabinets pour dire j'ai besoin de comprendre, pour me défaire de certains peut-être de mes fonctionnements, de ce qui pourrait attirer l'autre, pour ne plus revivre ce genre de relation, parce qu'ils l'ont vécu parfois de manière conjugale et au travail en même temps, par exemple. Et puis pour d'autres, il n'y a pas de répétition, parce que le fait d'être tombé une fois sur quelqu'un comme ça, c'est le radar, c'est-à-dire que les signaux sont là tout de suite, ils savent ce qu'ils n'ont plus envie de vivre. Donc je dirais que les deux situations sont vraies. Du côté des auteurs comme des victimes, la notion de répétition en psychologie, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en criminologie ou en victimologie. Des enfants qui ont été maltraités, qui à nouveau se remettent dans des situations de violence exercée, ou de se remettre dans des situations de se faire violenter. Mais on sait que les deux existent en tout cas. Moi j'ai eu à l'inverse le cas d'une adolescente d'une quinzaine d'années qui avait été dans une relation d'emprise, parce qu'on en parle peu, mais la relation d'emprise et les violences conjugales existent à l'adolescence aussi, qui était dans une emprise pendant 9 mois,
qui en est sortie aujourd'hui, elle est capable de me dire pourquoi, elle est capable d'aller même plus loin que ce que moi je peux lui dire sur l'emprise et les violences conjugales, parce que c'est beaucoup plus médiatisé, parce qu'il y a TikTok, parce qu'il y a Snap, parce qu'il y a des réseaux sociaux qui permettent de faire le lien entre elles et eux. Alors là, Léa, tu parles justement du regard extérieur, ce qui me permet d'amorcer un dernier extrait du film qui met justement en scène le regard de l'entourage sur cette relation. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. Ça va? Bon, bah, je te laisse, on va passer à table, nous. Vous me manquez. Ciao Sinbad. Ciao mon pote. Mon amour, mon bébé. Ciao. Oh, t'as vu ton père? Qu'est-ce qu'il fait, en fait? Il traverse les îles? Il va... Non, Il est en pleine dépression, là. Un genre Il de- va vraiment très mal. Tu comprends, c'est pas compliqué, il a perdu son père. Donc logique, il a besoin d'être sans sa femme et sans son fils. Sur un bateau en Australie pour faire le pont. Ça met la pression pour quand tu seras mort, hein. On va pouvoir remonter, on va aller au Japon, on va faire la murette de Chine. Attends, regarde, tu vois? Avant, tout calme, tu Qu'est-ce qu'il y l'envoies... a Mais maintenant, il était tout calme, maintenant tu l'envoies faire le Skype, il est tout énervé, tu vois? Bah oui, parce qu'il a vu son papa Bah, non, il a pas vu son père, il a vu un espèce de truc sur un ordinateur, c'est pas voir son père, pardon. Tu sais, je pense quand même que les petits bébés, ils comprennent pas le miroir et ils peuvent pas comprendre Skype. Parce que c'est plat, ils ont pas le... D'accord, encore on est là. Ok, on change de sujet parce que là, on a fait le tour, je pense. Pardon. J'ai l'impression d'être un espèce de perroquet qui répète la même chose depuis je sais pas combien de temps. Sauf que elle se réveille jamais, quoi. Un jour, il sera avec une autre femme au mariage, elle dira non, mais tu comprends, il a besoin de se marier une deuxième fois pour comprendre son premier mariage. Apparemment, l'amour, c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'entourage des victimes de relations d'emprise? Là, dans cet extrait, on vient d'entendre Solal, donc le frère de Tony, qui s'épuise quelque part, qui est désemparé face au fait de répéter sans arrêt depuis des années à quel point cette relation est mauvaise pour elle et la sensation qu'elle n'est pas en mesure d'entendre quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on peut dire justement des proches? On le voit très bien dans le film, l'entourage s'éloigne de plus en plus. Tony, elle s'isole, ou de fait, vu qu'il y a des répétitions, que l'entourage essaye, à un moment, son frère vient même jusque chez elle parce qu'elle fait une tentative de suicide, et c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, on voit quasiment plus la famille. Qu'il y a un épuisement des proches, un épuisement familial du fait de l'isolement et du fait de l'incapacité, mais c'est probablement vraiment une incapacité, de Tony à entendre, à écouter, ou à justifier systématiquement sa relation. Donc, l'épuisement des proches, il est très très présent dans les relations de violence conjugale et d'emprise. Parce qu'ils sont là avec des solutions, à vouloir donner des solutions, à essayer de trouver des portes de sortie, mais tant que la victime n'est pas consciente, n'entend pas, n'est pas capable de sortir de la relation, c'est voué à l'échec. Et ça met en échec les proches. Encore une fois, l'emprise, c'est difficile à repérer. On le voit moins avec Solal, son frère dans le film, qui perçoit assez vite la personnalité de Giorgio, mais on le voit beaucoup plus du côté des amis à certains moments où ils sont tous ensemble, ils mangent tous ensemble. Les personnalités manipulatrices sont aussi souvent des personnes très joviales, énigmatiques, drôles, intellectuellement bien pensantes, qui ont une place en société qui est pas des moindres en général. Donc ça vient bien de moi et pas de lui aussi, pour la victime, puisque du coup, c'est quelqu'un qui est souvent encensé un peu, on va dire même en société, donc auquel on s'oppose pas, et on peut pas se rendre compte de la personnalité qu'il peut reprendre dans des moments d'intimité, de quotidien. C'est vraiment important que les proches ne se culpabilisent pas non plus, parce que parfois ils se culpabilisent de n'avoir rien vu, et parce qu'en fait il y avait rien à voir, c'est-à-dire que tout est aussi caché, et puis il y a ceux qui sentent, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des proches qui intellectuellement n'arrivent pas à savoir quoi, mais ont le sentiment qu'il se passe quelque chose, et qui vont donner cette première alerte, et vont se retrouver, comme disait Léa, face à quelqu'un qui ne veut pas entendre, qui ne peut pas encore entendre, et l'épuisement peut vite arriver. C'est important que les proches s'imaginent ce que c'est l'emprise, en se disant que de s'en extraire, c'est extrêmement compliqué, sinon ça s'appellerait pas comme ça, on vivrait une séparation, tout simplement, et que c'est ce qui explique que l'autre n'a pas envie d'entendre. On n'est pas encore en capacité d'entendre, parce que le déni, qui est un mécanisme de défense, est très très fort dans cette relation d'emprise. J'ajouterais ce que disait Laetitia tout à l'heure sur la question des limites dans l'emprise, aussi bien du point de vue de l'auteur que de la victime. Elle est importante à souligner aussi du point de vue des proches, c'est de savoir où sont les limites du proche. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement qui est certain, donc être là, être à l'écoute, être présent,
Et si c'est pas possible, si jamais on se rend compte qu'en fait on y va, mais que la personne elle sort pas du cycle, elle sort pas de la relation, va pouvoir être capable de se mettre à distance en fait. D'être en vigilance, d'être là si jamais la personne elle a besoin, mais d'attendre et de ne pas s'épuiser parce qu'en fait ça va créer un isolement d'autant plus fort, voire une rupture entre la victime, la bulle auteur-victime, et la famille et les proches. Un rejet en fait. Éventuellement, je pense aussi qu'il y a quand même une question de sensibilisation, se sensibiliser soit à ce que sont les violences conjugales et à ce qu'elle en prise pour en glisser éventuellement des mots à la victime, pouvoir en parler, mais rarement de manière frontale, peut-être même de manière indirecte. Ah, j'ai une amie qui vit ça, pour faire passer le message d'une autre manière, que ça fasse peut-être germer une graine, un peu comme ce qu'on peut faire parfois nous en thérapie, faire germer la graine, et puis on sait pas très bien si jamais elle va germer ou pas, on la donne, et puis on verra bien sur quel terrain ça se plante. Le proche peut faire ça, aiguiller, mais sans attente particulière. Oui, on voit bien d'ailleurs dans l'extrait qu'on vient de passer comment Tony peut être dans une réaction assez défensive, hein. Effectivement, quand ses proches viennent pointer, peut-être qu'il y a des choses problématiques là dans ce qui vient de se jouer, aller vers quelque chose de moins frontal rendrait le discours plus entendable pour la victime. Alors moi, s'intéresser maintenant à ce qu'il se passe, je dirais, après la relation d'emprise. Quand une victime réussit à s'extraire de ce type de relation, que vit-elle? Quel est son cheminement après la séparation? Je dirais éventuellement un très très long temps de reconstruction personnelle, de retrouver son corps, son identité, ses besoins, ses envies, avant même de se tourner vers des proches. Parfois, c'est les proches qui vont les aider à sortir de cette relation, mais il y a vraiment ce temps de retour sur son corps et sur soi. Et il y a tout ce temps de reconstruction personnelle à avoir, qui peut se faire par la thérapie, qui peut se faire personnellement, sans accompagnement, mais qui peut se faire aussi par le corps, la musicothérapie, la danse-thérapie, enfin d'autres alternatives pour retrouver son espace et son soi sans passer forcément par la parole. Il y a de l'incontournable de travailler sur soi et de se reconnecter à soi. Peut-être on peut le dire comme ça, après ce qu'on a défini de l'emprise et de ce qu'elle a pu modifier d'une personnalité. Quand il y a des violences, souvent il y a un peu deux manières de faire, c'est-à-dire il y a les femmes qui vont partir et vont demander des mises à l'abri. Donc elles peuvent se tourner vers Solidarité Femmes, elles peuvent se retourner vers Citadelle sur Nantes, avec des hébergements, avec des adresses secrètes qui hébergent aussi les enfants évidemment. Le deuxième versant possible, c'est des mesures d'éloignement qui permettent aux femmes maintenant de rester à leur domicile, puisque longtemps a été dit que c'était quand même pas normal que ça soit la victime qui soit obligée de partir, de sortir de son environnement, en plus avec tous ses enfants. Mais on sait que ces mesures d'éloignement sont beaucoup plus complexes quand il est question de violence psychologique. On voit bien que les gens n'ont pas besoin d'être ensemble pour que l'emprise s'exerce. Et les auteurs vont continuer à harceler, vont continuer à être présents, vont continuer à menacer. Sur Nantes, il y a plusieurs structures. Je dirais qu'il y a évidemment tout ce qui va se passer en libéral, quand les personnes ont la possibilité de le faire. Si elles ont déposé plainte, il y a les structures de France Victimes, qui sont des associations. On peut trouver à la fois des juristes et des psychologues. Et puis il y a les unités médico-judiciaires. Nous, on en a une unité au CHU de Nantes. Alors ces unités médico-judiciaires, elles ont à la fois des médecins légistes qui permettent de faire des certificats, parce que parfois on manque de preuves aussi, et qui vont pouvoir attester tout autant de violences physiques que de violences psychologiques, et les mettre dans leur certificat. Et puis il y a des psychologues tout le long de la procédure judiciaire, qui est souvent longue. Dans la question du choix de la thérapie, on sait qu'il y a des techniques qui sont intéressantes, évidemment, on peut le souligner. Si j'ai un conseil aux femmes qui ont été victimes de relations d'emprise, ce qui est important pour elles surtout, c'est de retrouver des relations autres, et que ça soit une relation thérapeutique ou d'autres types de relations, c'est important qu'elles se sentent bien dans la relation qu'elles vont mettre en place. Et on sait aujourd'hui que ce qui fonctionne le mieux sur le plan du soin, dans la psychologie en tout cas, c'est l'alliance thérapeutique. Donc il faut que ces femmes aient conscience que peut-être le premier thérapeute avec lequel elles vont tomber ne sera peut-être pas le bon. On est suffisamment nombreux et nombreuses comme psychologues pour pouvoir faire un choix qui nous convient, où on se sent écouté, avec l'empathie suffisante, enfin voilà. Et que cette rencontre-là, il faut la trouver, au-delà des outils thérapeutiques qui peuvent être intéressants. J'ajoute qu'il y a un numéro national, le 3919, pour les personnes qui sont victimes de violences, quelle qu'elle soit, violence sexuelle, conjugale, emprise, un numéro d'écoute gratuit. Il y a également des structures qui existent comme les CIDFF, les centres d'information pour les droits des femmes et des familles, qui
peuvent aider à accompagner notamment une séparation. C'est aussi un centre d'information pour les personnes qui veulent retrouver du travail, pour retrouver de l'autonomie et de l'indépendance financière. En libéral, il y a un accès assez large à un panel énorme de thérapeutes, de psychologues, de somatothérapeutes, la naturopathie. Je vais forcément parler un petit peu de l'EMDR. Les mécanismes qu'on retrouve dans les violences conjugales et dans les violences psychologiques, dans l'emprise, peuvent entraîner un syndrome de stress post-traumatique. Donc l'EMDR, qui est une technique spécifique pour traiter le psychotraumatisme, peut être efficace et utile pour se libérer des souvenirs négatifs et de l'emprise émotionnelle négative des souvenirs. Alors quelques mots peut-être sur la question de la plainte dans les violences psychologiques et dans les relations d'emprise. Alors aujourd'hui en France, est-ce que les personnes victimes de violences psychologiques portent plainte ou plutôt pas? Et quand elles le font, comment est pris en charge cette question-là par la justice? On sait que c'est beaucoup plus difficile puisqu'on est sur une justice de la preuve. Et donc c'est beaucoup plus difficile d'apporter des preuves des violences psychologiques quand elles sont uniques que quand il y a des coups. Les chiffres sont un peu malheureux puisqu'on sait que 95% des plaintes pour violences psychologiques ou emprise sont classées sans suite pour des questions de preuve. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire. Il y a des associations qui défendent, il y a des avocats spécialisés, il faut savoir s'entourer. On n'est pas obligé de déposer plainte pour se reconstruire non plus. Comme porter plainte n'est pas toujours suffisant pour se reconstruire. Donc c'est une étape. Certaines femmes n'ont pas envie de la faire et vont se reconstruire pour autant. Certaines femmes ont besoin de la faire pour pouvoir amorcer cette reconstruction. C'est peut-être cette liberté-là, cette singularité-là qui n'est pas suffisamment respectée, puisque la loi, c'est la loi, elle a une manière d'opérer. Parfois, des femmes portent plainte, la retirent en ayant peur, et puis finalement, les juges ont déjà acté et suivent la plainte qui avait été déposée. Donc on est, on va dire, au carrefour des cheminements psychologiques et de la temporalité judiciaire qui ne sont pas toujours les mêmes. Ça peut être extrêmement difficile. L'important, c'est d'avoir des preuves. Donc, pouvoir garder des échanges de textos, des enregistrements éventuels de disputes. Aujourd'hui, ça fonctionne vraiment beaucoup comme ça. Des témoignages écrits de vos soignants, thérapeutes qui peuvent par exemple vous faire des attestations de traumatisme, des témoignages de vos proches. Ça alimente en fait le dossier quand les personnes peuvent porter plainte. Mais je rejoins Laetitia sur le fait qu'on n'a pas besoin de porter plainte pour se reconstruire et que parfois on porte plainte et qu'il y a des déceptions ou des attentes qui peuvent détruire à nouveau. Je souligne d'ailleurs que quand un dossier est classé sans suite, généralement il est classé sans suite parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant l'incrimination. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Oui, c'est important de rappeler ce que tu viens de dire, Léa, à savoir que dans le cas des violences psychologiques de la relation d'emprise, justement, les victimes ont tendance à se culpabiliser ou à mettre beaucoup de temps avant de considérer qu'elles ont subi une violence. Donc le fait que la justice classe sans suite peut être vécu comme un retour à une forme d'irréalité de la violence, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est important de le rappeler. Et une dernière question autour des auteurs de violences psychologiques et des relations d'emprise. Qu'est-ce qui est pensé aujourd'hui pour les accompagner ? Il y a des structures comme le CRIAVS dont je parlais. Après, je vais quand même avouer que c'est minime. Aujourd'hui, il y a peu de groupes de parole qui sont mis en place. S'il y en a, il y a également le podcast justement de Lorraine Bastide et de Victoire Toyon. Elles entament là une série de podcasts sur justement la prise en charge des auteurs et comment juridiquement c'est possible de les accompagner. Je pense aussi à la série de podcasts Les Hommes Violents, qui sont des témoignages en fait. Le seul écueil éventuel, c'est qu'ils ne donnent pas énormément de solutions. Alors tu amorces justement notre dernière partie, Léa, autour des ressources qu'on peut proposer à nos auditeurs et nos auditrices, et peut-être quelques conseils de lecture plus spécifiquement. Il y a beaucoup de livres aujourd'hui, de réflexion, de la question du couple, des luttes féministes. Je pense au livre d'Elisabeth Badinter qui s'appelle Fausse route. Mais pour les personnes qui ont des doutes ou qui sont proches de personnes qui vivent peut-être ces relations, d'aller plutôt vers des livres de témoignages. Je pense au livre d'Emma Dargerie, Amour toxique, qui a été publié en 2013. C'est un témoignage. Alors Emma Dargerie, elle parle de vampire affectif, c'est son terme, pour traiter de la relation d'emprise. Et elle parle des relations d'emprise qu'elle a vécues, elle. Et je crois que de lire des livres qui parlent un peu de nous et de ce qu'on vit, ça a toujours un effet
on va dire, moteur pour en faire quelque chose. Moi, je suis très branchée roman graphique, et je pense notamment au roman graphique Tant pis pour l'amour de Sophie Lambda. C'est un témoignage d'une femme qui a vécu et qui a réussi à survivre et qui décortique tout, en fait. Et ce qui est intéressant dans ce roman graphique, c'est qu'il y a toute une partie sur son histoire, son témoignage, et puis toute une partie sur comment est-ce qu'on fait, en fait, dans une relation d'emprise, justement. Comment est-ce qu'on fait pour identifier un manipulateur. Alors, c'est ludique, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a, par exemple, toute une double page avec des cases à cocher. Il y a toute une partie de ressources, en fait. Une bibliographie, donc c'est bien fait. Et je parlerai éventuellement aussi d'un deuxième roman graphique qui s'appelle Adieu triste amour, de Myriam Mal. C'est une relation d'emprise, mais un petit peu en direct, où en fait la personne qui est en relation se rend compte que l'homme avec qui elle est a été un énorme pervers narcissique avec une autre femme, manipulateur, harcelant, assez terrible. Et elle se dit, ok, je suis en relation avec lui, je vois pas forcément ça de lui, qu'est-ce que moi je veux en faire dans la relation. Et c'est une autre approche assez intéressante aussi. C'est beaucoup plus médiatisé, donc il y a beaucoup de choses décrites. Il y a de quoi trouver, je pense, qu'on soit professionnel, proche ou victime, pour mieux comprendre un peu tous ces mécanismes. Merci beaucoup à vous deux pour toutes ces réflexions, tous ces apports autour de cette question de l'emprise, cette violence conjugale invisible. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast d'Estyleur.